Il n'y a pas de République sans service public. Nos concitoyens le sentent, ils le savent. Ils y sont tous tellement attachés à ce service public. Nous le répétons si souvent dans cet hémicycle. Le service public, c'est le patrimoine de ceux qui n'en ont pas. C'est la concrétisation du principe d'égalité qui figure dans notre devise. Que vous soyez riche ou pauvre, jeune ou vieux, en ville ou à la campagne, la République vous garantit des droits grâce au service public. Ces droits sont pour la plupart inconditionnels. Vous avez le droit de vivre, d'avoir une identité, d'accéder à l'énergie, raison pour laquelle EDF était et devrait être un service public. Vous avez le droit aussi de vous protéger face aux risques de la vie, le chômage, la vieillesse, les accidents, la maladie. L'article 1er de la Constitution consacre la France comme une république indivisible, laïque, démocratique et sociale. J'insiste sur ce dernier adjectif de social, car il ne s'agit pas simplement de consacrer un droit formel, mais bien d'assurer que les droits doivent être effectifs. Le service public, c'est précisément la concrétisation d'un droit. Nous sommes égaux en droit, dit la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, mais qu'est-ce que cela signifie ? Non pas que nous sommes égaux une fois pour toutes à la naissance, mais que nous devons agir pour être égaux en fait et à minima égaux devant nos droits. N'importe où sur le territoire, les citoyens doivent donc avoir accès à leurs droits, c'est-à-dire aux services publics. Et pour cela, des administrations sont à la disposition de nos concitoyennes et concitoyens. Je dis sont, mais je devrais dire étaient. Car depuis plusieurs années, le service public est affaibli constamment par les politiques d'austérité, mais aussi par la stratégie de dématérialisation adoptée par les gouvernements successifs. Cette stratégie a bien sûr une part de légitimité. On règle bien des problèmes par Internet, sans avoir à se déplacer devant un guichet. Personne dans cet hémicycle, je le répète, personne dans cet hémicycle ne contestera l'utilité des services publics en ligne. En revanche, la dématérialisation généralisée des services publics laisse de côté un très grand nombre de personnes. J'imagine que vous avez comme moi à l'esprit la situation des personnes les plus vulnérables. Évidemment, c'est d'abord pour elles que nous défendons cette proposition de loi de réouverture des guichets de tous les services publics. Lorsque la précarité rend toute démarche difficile, pesante, lorsque le quotidien est incertain et fait peser une charge mentale qu'en réalité peu d'entre nous pourraient supporter, lorsqu'il faut parer à l'urgence pour soi, pour ses proches, ses enfants, alors qu'on n'a pas Internet et peut-être même pas d'électricité du tout, qu'on vit une situation complexe qui ne rentre dans aucune case, alors on subit une violence de plus si l'administration ne nous offre pas de visage humain, pas de voix humaine pour dialoguer. Je vous le dis sans misérabilisme, en toute objectivité. D'ailleurs, il serait faux de croire que l'absence d'accueil physique des services publics ne concerne que les personnes vulnérables. Les difficultés qu'elles créent touchent tous les âges, toutes les situations. Toutes et tous, nous avons déjà été littéralement empêtrés dans une procédure, dans un formulaire, dont la complexité nous a paru, à vrai dire, quasiment surhumaine. Combien de fois s'est-on dit qu'une conversation avec un véritable être humain à l'autre bout du fil aurait réglé toutes les difficultés dont on avait cru ne jamais pouvoir sortir ? Ou encore, combien de fois a-t-on laissé filer en se disant, après tout, nous ne vivons pas dans une telle urgence que nous ne pouvions renoncer à utiliser nos droits au lieu de nous compliquer la vie. Mais les plus jeunes, souvent, vivent ces situations et rares sont ceux qui pourraient, eux, se permettre de laisser filer. Bien sûr, il y a aussi les personnes les plus âgées, nous en avons toutes et tous dans nos familles, qui, le temps passant, se sentent moins à l'aise ou peut-être n'ont jamais été à l'aise avec l'outil informatique. Et croyez bien que non seulement ceux qu'on appelle les digital natives, dont on dit qu'ils sont nés avec une souris greffée au bout des doigts, ne sont pas épargnés par l'électronisme, mais que ceux d'entre eux qui aujourd'hui parviennent à utiliser les services en ligne, demain et après-demain auront vieilli et connaîtront la même difficulté pour accéder aux services publics et faire valoir leurs droits. La dématérialisation des services publics porte préjudice aux usagers, mais elle nuit aussi considérablement au travail des agents. À première vue, ils devaient bénéficier de cette transformation. Les procédures allaient être simplifiées, allégées, le temps consacré à chaque situation diminué. En réalité, il n'en est rien. Non seulement la dématérialisation a servi de prétexte à la réduction du nombre d'agents, qui se sont donc retrouvés surchargés de travail, mais en plus, le changement de procédure a fait apparaître de nouvelles tâches de gestion qui n'existaient pas auparavant. Dites-vous bien qu'à Pôle emploi, aujourd'hui, un agent a la responsabilité de 1000 dossiers et que s'il doit être absent pour maladie ou congé, personne ne s'occupera de ces dossiers. Dans ces conditions, évidemment, personne ne peut soutenir la cadence. Et nous sommes pris dans le cercle vicieux, dont certains s'accommodent, j'imagine,
La surcharge de travail nourrit la pénurie de personnel nourrit la surcharge de travail, et en fin de compte, les usagers pâtissent et sont privés de leurs droits. Être privé de ses droits, c'est non seulement inique par définition, mais c'est proprement dangereux. Laisser des personnes privées de leurs droits, c'est laisser la société entière se dissoudre. On parle souvent du non-recours aux droits. On en connaît les causes, la méconnaissance des procédures, la honte de devoir demander et la peur de se voir refuser. Mais ce dont il est question et contre quoi nous vous proposons de lutter, ce sont des situations de non-recours forcés. Avez-vous par exemple déjà essayé de demander un rendez-vous en sous-préfecture pour tomber sur un message automatique qui indique « aucun créneau n'est disponible » ou pire, ce lien a été désactivé définitivement. C'est courant dans mon propre département des Hauts-de-Seine. Savez-vous ce que cela fait lorsque vous êtes tenu par des délais d'expiration de vos droits, de se dire qu'un algorithme tranche dans votre vie, que demain, vous devrez passer dans l'illégalité pour avoir un revenu, nourrir vos enfants, payer votre loyer, qu'il faudra vous cacher quand vous verrez un policier, non pas parce que vous êtes en tort, mais parce que l'administration vous a rejeté. Le désarroi et la peur qui naissent de ces situations minent toute la société. De fait, je vous parle d'un mal invisible et qui ronge le pays. Selon les mots de la CIMAD, les files d'attente physiques ont été remplacées par des files d'attente invisibles, mais réelles, pouvant durer des mois, voire plus d'un an, pour l'obtention d'un simple rendez-vous en préfecture. À cette crise globale, le gouvernement prétend apporter une réponse avec France Service. Mais ce serait naïveté de notre part de croire que ces dispositifs apporteront une solution complète. D'abord, France Service ne représente pas un service public homogène sur le territoire. Il s'agit d'une sous-traitance déguisée du service public. Certaines maisons sont pilotées par des associations, d'autres par des collectivités ou encore par des sociétés, comme La Poste, qui a été privatisée. Certains employés des maisons France Service ont certes le statut d'agent de la fonction publique, mais ils sont le plus souvent salariés de droit privé. On organise la rupture d'égalité entre les agents comme on acte le renoncement à servir le public à égalité. C'est une forme de concurrence déguisée entre une instance qui n'est pas vraiment publique et des organismes pleinement publics. Ensuite, le financement lui-même n'est pas garanti. C'est une façon de se décharger pour l'État d'une partie du financement sur les collectivités. J'ajoute enfin que la numérisation des services a pour conséquence de produire un très grand nombre de données dont le caractère sensible n'échappe évidemment à personne. Et en effet, on le sait désormais, le tout numérique permet à différents organismes d'exploiter ces données et ces organismes se livrent souvent à une surveillance systématique des plus précaires. Elles utilisent par exemple un algorithme de notation des allocataires visant à prédire lesquels ne seraient pas dignes de confiance et devraient être contrôlés. Évidemment, c'est une rupture d'égalité entre les citoyens, elle est inadmissible et la transparence sur les algorithmes est un préalable à la poursuite de toute politique de dématérialisation. Par cette proposition, nous avons la possibilité d'agir concrètement sur la vie quotidienne. Les Français le savent, ils sont plus de 90% à valider le principe de ce texte. Nous proposons de revenir au fondement même de la République sociale, garantir un accueil physique obligatoire pour tous les services publics. Nous ne prétendons pas être originaux, ni a fortiori révolutionnaires. Nous inscrivons nos pas dans ceux du Conseil d'État et de la Défenseure des droits. Le premier déclare qu'une solution de substitution effective et crédible doit toujours être mise en place en plus de l'usage des téléservices. Je le répète, en plus de l'usage des téléservices. La deuxième affirme que le seul moyen de respecter les droits des usagers est de garantir, je cite, un principe de double entrée dans les services publics. Évidemment, dit en termes plus simples, rien ne pourra remplacer l'existence d'accueil physique dans les services publics. Alors oui, certes, 80%, bon an, mal an, 80% des usagers s'en sortent. Mais les services publics sont là pour tous. Nous ne pouvons pas expulser de la citoyenneté ou de la société 20% de la population. C'est inconcevable et c'est inacceptable. Si vous nous donnez acte de cette affirmation et de ce raisonnement, vous devez donc voter cette proposition de loi. Merci, monsieur le député.